j'aimerais commencer par, bien sûr, remercier Bernard Stiegler d'avoir accepté ma contribution pour cette académie. C'est la première contribution, donc j'espère que vous serez indulgents dans une certaine mesure dans vos questions et remarques s'il y en a. Donc je vais parler de mes connaissances et de connaissances objectives, en fait surtout de mes connaissances pour être clair. J'ai dû couper mon article un peu par rapport à ce que vous avez, ce que j'ai mis en ligne. Voilà, je vais commencer. Donc, je vais essayer de montrer qu'il faut distinguer la méconnaissance de l'ignorance, du refoulement et de l'oubli, et l'identifier plutôt à un non-savoir vital. Alors, une telle définition nous intéresse à un double titre. D'une part, la méconnaissance est définie comme un type de savoir spécifique, susceptible de se confronter et de cohabiter avec d'autres types de savoir. Et d'autre part, ce type de savoir est présenté comme vital. C'est d'abord un non-savoir vital au sens où, selon Girard, il est indispensable à la pérennité de la vie d'une collectivité, à la survie d'une collectivité. La collectivité se maintient par sa méconnaissance du mécanisme d'expulsion victimaire qui soude la collectivité contre une victime expiatoire, que Girard appelle aussi un bouc émissaire. C'est enfin un non-savoir vital au sens où il concerne le développement biologique d'une collectivité humaine selon une évolution par sélection, qui est aussi une évolution par exclusion. C'est une des choses que j'aimerais montrer. Chez Popper, comme chez Girard, parce que je fais un rapprochement entre Popper et Girard qui paraît un peu bizarre à première vue, mais je vais essayer de montrer pourquoi, selon moi, c'est pas si étrange que ça. Donc, chez Popper, comme chez Girard, la connaissance scientifique et rationnelle s'accompagne dans son développement de types de connaissances qui, par leur opacité ou par leur faible contenu de vérité, lui semblent incompatibles. Pourtant, Popper et Girard insistent sur cette coévolution de la connaissance rationnelle et de la connaissance irrationnelle, ou mythique, qui, aussi différentes puissent-elles sembler de la connaissance rationnelle, n'en demeure pas moins un type de connaissance. Et ne se limitant pas à souligner la coévolution de ces deux types de connaissances, Popper et Girard insistent sur leur parenté et sur les rapports complexes qui, d'une part, donnent lieu à l'antériorité chronologique d'un type de connaissance sur l'autre, à savoir l'antériorité chronologique de la méconnaissance, et d'autre part, à leur co-naissance et à leur co-développement. Voilà, donc en gros, le problème que je pose ici, c'est de confronter les divers types de connaissances qui habitent ce que Popper appelle le sujet de la connaissance objective, et à rendre compte de cette cohabitation. Comment est-il possible qu'à l'intérieur même d'une même connaissance, différents types de savoirs, qui apparemment sont incompatibles, peuvent évoluer ensemble? C'est ça, en fait, l'enjeu. Donc, vous avez le plan. Donc, dans la première partie, on verra que Popper et Girard affirment l'indissociabilité de l'évolution de la connaissance rationnelle et d'une forme d'élimination des éléments erronés qui font obstacle à ce progrès de la connaissance. On verra cependant la mesure dans laquelle l'épistémologie popperienne semble refuser l'affirmation d'une coévolution du progrès de la connaissance et de la non-connaissance, tandis que Girard, au contraire, définit l'évolution de la méconnaissance comme l'accroissement commun de la connaissance mythique et de la connaissance rationnelle. Cette distinction de connaissance mythique et connaissance rationnelle, elle n'est pas chez Girard, c'est moi qui l'ai fait. En gros, je dissocie le mot méconnaissance en deux. Je dissocie le « mais » de connaissance. Et le « mais », ça correspond à la connaissance mythique. Et la connaissance, c'est la connaissance scientifique au sens de Popper, que j'appelle la connaissance rationnelle. En gros, pour faire clair, la connaissance mythique, c'est la connaissance pré-évangélique, au sens girardien, c'est-à-dire le type de savoir qui se pratique avant la révélation du mécanisme du bouc émissaire. Et la connaissance rationnelle, c'est la connaissance qui est après la révélation du mécanisme du bouc émissaire. Parce que pour Girard, c'est ça que font les évangiles. Ils révèlent la violence, le mécanisme du bouc émissaire qui est dans l'Ancien Testament, entre autres. Voilà. Et dans la seconde partie, on verra la mesure dans laquelle le statut épistémologique ambivalent de la méconnaissance
semble être porteur d'une conception nouvelle et audacieuse du savoir, dont j'essaierai de présenter les grandes lignes. Voilà, donc je vais commencer par vous parler de mes connaissances et vérités, fonds de connaissances et méconnaissances. Donc, Popper et Girard affirment tous deux que la connaissance, loin d'être à elle-même son propre fondement et loin de surgir du néant, émerge de quelque chose qui la précède et poursuit avec cette chose son co-développement, sa coévolution. C'est ainsi qu'on peut confronter ce qui, chez l'un et l'autre, tient lieu de cela dont la connaissance émerge. C'est-à-dire à savoir la notion popperienne de fond de connaissance et ce que Girard appelle la méconnaissance. Donc, c'est un fond de connaissance qui, chez Popper, est à l'origine des différents types de connaissances, dont fait partie notamment la connaissance scientifique, que permettent et que constituent les hypothèses et les théories scientifiques. Le fond de connaissance, en fait, est défini par Popper comme la connaissance qui, au moment donné, est tenue pour acquise, et à partir de laquelle se développe une nouvelle connaissance issue d'observations ou d'hypothèses amenées par ces nouvelles observations. Donc en gros, une hypothèse ou une théorie nouvelle, appelons-la théorie 2, se formule toujours sur la base d'une hypothèse ou d'une théorie précédente, théorie 1. D'une part, le fond de connaissance ne satisfait pas et ne doit satisfaire à aucun seuil normatif qui exigerait de sa part un niveau minimal de pertinence ou de conformité à la vérité. Il est composé de nos erreurs, nos préjugés, nos rêves et nos espérances, à partir desquels nous réfléchissons et proposons de nouvelles idées et théories. Le fond de connaissance est déficient vis-à-vis du critère de vérité, et il l'est nécessairement. Aucune théorie ne peut prétendre à la vérité, mais seulement s'approcher toujours plus près de la vérité. Popper a toujours été très ferme là-dessus. Il découle de ce premier point un second point qui est tout aussi essentiel. Si la connaissance a pour fondement un fond de connaissance composé en large partie de nos erreurs et de nos préjugés, alors le fondement de la connaissance n'est ni stable ni assuré. Il se distingue au contraire par son manque de fiabilité, dans la mesure où il n'est toujours qu'une approximation de la vérité. Chez Girard, c'est la méconnaissance qui est le pendant qui est le pendant du fond de connaissance chez Popper. Et la notion de méconnaissance, en fait, est intéressante parce qu'elle permet de nuancer la pertinence d'une distinction nette entre connaissance et ignorance ou inconscience, dans la mesure où elle unit ces deux pôles, positifs et négatifs du savoir, qui d'ordinaire sont clairement séparés. Chez Platon en particulier, et c'est ce que j'essaierai de montrer dans la partie 2, dans le Tête en particulier. Lorsque rassemblées en une même réalité, ces deux attitudes cognitives auraient un pouvoir explicatif plus fort que lorsque séparées en deux réalités distinctes. De ce point de vue, plutôt que d'affirmer l'antériorité chronologique de la méconnaissance sur la connaissance, il faut dire que la méconnaissance contient la connaissance et l'accompagne dans son développement. La méconnaissance contient la connaissance en un double sens. D'une part, elle se tient avec la connaissance parce qu'elle est une rationalité hybride et ambivalente d'origine mythique. D'autre part, elle retient et restreint la connaissance au sens où elle l'empêche de se développer de façon autonome, indépendamment de son versant mauvais, incorrect ou inconscient. J'ai essayé de montrer qu'on retrouve explicitement chez Popper et implicitement chez Girard, à travers la méconnaissance, cette notion de fond de connaissance qui s'identifie à un type de connaissance originaire. Maintenant, je vais essayer de poser la question du statut de la connaissance chez Popper ou Girard, ou plutôt du statut des connaissances, des théories et des hypothèses qui se succèdent, pour essayer de voir si ces types de connaissances sont de même nature, de même teneur, de même consistance épistémologique, ou si au contraire on peut parler de rupture épistémologique entre, par exemple, la connaissance mythique et la connaissance rationnelle. Est-ce qu'il y a une rupture épistémologique entre ces deux types de connaissances, c'est-à-dire aussi entre la période pré-évangélique et la révélation, et le temps qui vient après la révélation évangélique. Ces deux types de connaissances que repère Girard
Ce sont d'une part la connaissance mythique ou sacrificielle que les mythes mettent en œuvre, et d'autre part la connaissance rationnelle et non sacrificielle que proposent les évangiles en dénonçant la rationalité mythique. Girard évoque la transition de la connaissance mythique à la connaissance rationnelle comme étant permise par le changement de point de vue du sujet observateur. D'un observateur se percevant comme extérieur à l'action et à la chose perçue dans lesquelles sa présence n'interférait en rien, Girard en appelle à une transition prenant la forme d'une conversion par laquelle l'observateur se rend compte du rôle transformateur de son observation. Autrement dit, l'observateur-acteur se rend compte qu'il est lui-même partie prenante d'un système qu'il pensait pourtant saisir objectivement d'un point de vue extérieur. Et Girard décrit ce changement de point de vue comme l'implication du sujet dans le système mimétique, qui entraîne l'impossibilité d'une séparation nette entre l'observateur et l'objet d'observation. Ce qu'il dit notamment dans les origines de la culture. Le sujet de la connaissance mythique se perçoit comme étant extérieur à son objet d'observation. Le sujet de la connaissance mythique se perçoit comme étant extérieur à son objet d'observation. C'est pour ça qu'il est incapable, d'une part, de s'identifier à ce qu'il observe et à son action, et d'autre part, c'est pour ça qu'il lui est si facile de s'impliquer, c'est-à-dire d'interférer dans l'action et d'agir en adoptant une attitude d'indépendance et de supériorité. Le terme de supériorité est important parce que c'est très lié à la notion de domination dont je vais parler un peu tout à l'heure. Cette position ou attitude d'indépendance et d'objectivité n'est possible que par la croyance du sujet en sa propre indépendance. Girard ajoute qu'au sujet de la connaissance mythique se percevant en position d'indépendance, de différence par rapport aux autres et de supériorité, donc de domination, à ce sujet-là de la connaissance mythique correspond un certain type d'actions qui sont propres à la rationalité sacrificielle. Je vous donne quelques exemples. Jugement et accusation arbitraire, utilisation du jugement critique vis-à-vis des autres mais pas vis-à-vis de soi, violence physique ou violence symbolique, etc. Et pour comprendre d'où vient cette croyance du sujet en son indépendance et en la supériorité de son point de vue, je crois qu'il est utile de lire l'historienne Lorraine Daston, qui dit que nous vivons dans le régime de l'objectivité sans perspective, qu'elle appelle aperspectival objectivity, et ça depuis le début, en gros, du XIXe siècle. L'objectivité sans perspective, qu'on peut traduire aussi par une vue de nulle part, comme le traduisent Bonneuil et Fressos dans leur livre « L'événement anthropocène », est un régime qui pense que la science progresse en fuyant toute perspective, tout point de vue qui serait interne au système observé. Dans cette conception-là, un bon point de vue, c'est nécessairement un point de vue extérieur, et c'est le seul point de vue parce que c'est le seul point de vue qui est capable de dominer ce qu'il observe. Et Lorraine Daston ajoute que cette vue de nulle part, qui est la nôtre, élimine les idiosyncrasies individuelles et collectives. Ce qui est intéressant, et je pense qu'on peut traduire par le fait que cette vue de nulle part élimine les singularités, ce qu'un corps et un comportement peuvent avoir de singulier, de propre, d'original, la façon dont un corps réagit de façon singulière à la chose qui l'affecte, parce que l'idiosyncrasie, c'est un terme qui a cette signification-là en médecine. Et cette vue de nulle part renforcerait les conformismes, le manque cruel d'originalité et de créativité, qui font partie des choses inadmissibles et intenables auxquelles nous nous confrontons aujourd'hui. Si nous sommes des êtres mimétiques, nous sommes aussi, de toute évidence, des êtres singuliers. Cette singularité ou originalité n'est pas assimilable au mimétisme dont parle Girard. Il faut aujourd'hui à tout prix s'élever contre cette destruction de l'idiosyncrasie, c'est-à-dire contre cette destruction de la singularité, militer pour cette singularité, qui est sans doute l'une des choses par lesquelles on pourra réussir à vivre dignement dans l'Anthropocène ou hors de l'Anthropocène. Parmi ces actions qui sont propres à la rationalité mythique, c'est-à-dire sacrificielle, c'est-à-dire qui ne tient pas compte de la révélation évangélique, si on veut suivre Girard, je vais m'arrêter sur l'utilisation du jugement critique seulement vis-à-vis des autres, autrement dit, l'auto-exemption du jugement critique par le sujet, un phénomène qui a retenu l'attention de Popper et de Girard. Popper insiste sur la nécessité pour un sujet de considérer ses propres productions, théories, hypothèses, œuvres d'art,
comme susceptible d'être soumise non seulement à la critique des autres, mais également à sa propre critique. Chez Girard, le sujet mythique ne devient sujet rationnel qu'en prenant conscience de sa position d'intériorité au système mimétique, c'est ce que je disais tout à l'heure, en prenant conscience du fait qu'il interagit avec ses pairs sur le même niveau qu'eux, et que sa croyance en l'indépendance et en la supériorité de son point de vue est illusoire et illégitime. Et c'est une telle prise de conscience qui introduit l'autocritique dans la pratique du sujet rationnel. Cette analyse présente en fait, l'analyse que je fais là, présente la transition de la connaissance mythique à la connaissance rationnelle comme permise par un changement de point de vue. C'est-à-dire que l'observateur se perçoit comme faisant partie du système qu'il observe. Ça signifie, là je suis en train de redire ce que je disais tout à l'heure en d'autres termes, ça signifie que l'observateur sait que son observation, loin d'être indépendante du système auquel elle appartient, impacte au contraire le système observé, c'est-à-dire impacte l'action des sujets de ce système. Et ça, dans la mesure où les sujets observés agissent différemment lorsque eux-mêmes se savent observés par un ou plusieurs de leurs pairs. Ce qu'on peut constater, c'est quelque chose qu'on peut constater de manière tout à fait empirique, je veux dire dans la vie de tous les jours. C'est ce savoir mutuel et partagé qui permet à Girard d'employer l'expression de système mimétique. Le système est mimétique dans la mesure où l'observateur et les sujets observés par l'observateur sont reliés entre eux par un savoir commun et tacite, dans la mesure où ils ne se manifestent jamais ouvertement, bien qu'ils modifient le comportement de l'observateur et des sujets observés. Le fait que cette transition entre ces deux types de rationalité soit permise par un changement de point de vue semble amener au constat qu'il n'y a pas là de rupture épistémologique, mais plutôt une continuité entre ces types de connaissances. Enfin, c'est en tout cas l'idée que j'aimerais mettre en avant. Je vais maintenant essayer de montrer en quoi ce lien entre l'attitude d'indépendance du sujet et sa croyance en son indépendance relève de problèmes épistémologiques qui sont en fait indissociables de problèmes éthiques. Selon Girard, le refus d'impliquer le sujet dans le système mimétique engendre des problèmes épistémologiques et des erreurs. Là, je cite Girard, « Le sujet tente en permanence d'éviter l'indifférenciation et l'apparition des doubles. Il continue à penser en termes de différence. » Donc le sujet dont il est ici question, le sujet de la connaissance mythique, commet donc l'erreur épistémologique de croire qu'il est l'unique possesseur d'un savoir particulier qui confère à sa personne un statut épistémologique supérieur à celui de ses pairs. Et à cette erreur épistémologique correspond un versant éthique. C'est-à-dire que l'erreur épistémologique qu'est cette croyance erronée en sa propre supériorité s'accompagne en fait d'une représentation du monde sous-jacente qui distingue nettement le positif, caractérisé avant tout par l'indépendance et la différence, du négatif, caractérisé par la dépendance et le semblable. Autrement dit, cette représentation clivante du monde est porteuse d'un jugement éthique sur le contenu de son objet d'observation. Paul Dumouchel, qui est un chercheur canadien qui a travaillé sur la méconnaissance, entre autres, prétend qu'après la conversion épistémologique en laquelle consiste le changement de point de vue du sujet observateur, après ça, la méconnaissance à l'échelle individuelle ne disparaît pas, mais elle tend à devenir, pour ainsi dire, discontinue. En fait, le système évolue par effet de l'interaction entre la conversion épistémologique et la méconnaissance, ou si l'on préfère, entre la connaissance et la méconnaissance. Fin de citation. Et je pense que par là, en s'appuyant là-dessus, on peut dire que la méconnaissance se manifeste sur le mode de la discontinuité et de l'intermittence, et non pas sur le mode de la présence continue. Discontinuité et intermittence de la méconnaissance ne veulent pas dire remplacement de l'ignorance originelle par le savoir. Et je rejoins ici Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, qui, dans l'événement Anthropocène, dénoncent très justement la rupture radicale entre une époque marquée par l'aveuglement et l'ère de la conscience, du savoir des dérèglements liés à l'activité anthropique. C'est ce que disent Michel Serres, Bruno Latour et ce qu'ils appellent les anthropocénologues. C'est-à-dire qu'ils disent que ces gens-là disent qu'il y a une rupture entre une ère, une époque où on ignorait en fait tous les impacts anthropiques sur notre environnement et où il y a une prise de conscience subite
et qui fait que maintenant, aujourd'hui, enfin, on vit dans le règne du savoir et qu'on peut agir. Et ce que disent Bonnet et Fresso, c'est que non, c'est pas vrai. En fait, dès le début de l'Anthropocène, il y a eu des gens qui, même avec un savoir scientifique pauvre, on savait, on réussit à savoir qu'il y avait déjà des dérèglements graves. Et voilà, ils font l'histoire de ça, et c'est effectivement un travail, à mon avis, très utile. Parce qu'en fait, la méconnaissance bien comprise veut dire que dès le début, on savait, d'une manière ou d'une autre, ce qui allait vraisemblablement arriver, mais que l'on s'est habitué à accepter tout ce qui passait outre ce savoir. Je vais dire quelques mots sur la distinction, je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure en conclusion, je vais dire quelques mots sur la distinction entre connaissance mythique, c'est-à-dire sacrificielle, et connaissance rationnelle, non sacrificielle. Girard confronte parfois l'engendrement de la pensée humaine à la mythologie, et en d'autres endroits, en des termes plus synthétiques, il confronte la science au mythe. Et en fait, il maintient cette opposition tout en soulignant la continuité des deux pôles qui la composent. C'est-à-dire que la pensée humaine ne s'engendre pas contre la mythologie. Le mythe n'est pas cet autre radical contre lequel la science s'appuierait nécessairement pour son bon développement. C'est au contraire le lien d'un pôle à l'autre et d'un pôle dans l'autre qu'il faut comprendre pour ne pas tomber dans la naïveté d'une division antagoniste. Et en fait, en affirmant que la naissance de la pensée est en jeu dans le mythe, Girard prétend que le mythe engage la naissance de la pensée en un double sens. D'une part, le mythe initie la pensée humaine, conçue comme une activité critique vis-à-vis de ses propres pratiques, qui sont des pratiques de persécution, une activité capable d'autocritique vis-à-vis de sa propre violence, en d'autres termes. Et d'autre part, le mythe engage la naissance de la pensée dans le sens où il lie et contraint la pensée humaine à dépendre de lui et à en être affectée, c'est-à-dire à mettre en œuvre des modes de rationalité mythique en son sein, à l'intérieur même de la rationalité, de la connaissance rationnelle. On peut dire que la connaissance rationnelle ne remplace pas, n'élimine pas la connaissance mythique, mais qu'elle la prolonge en s'y superposant. Voilà, maintenant je vais vous parler de la question de l'élimination. La coévolution, on ne voit plus. Ouais. Okay. Ouais, la question du non-savoir, du savoir et la question de l'élimination. Ce co-développement chez Popper et Girard est évoqué dans les termes d'une coévolution dont la forme varie chez chacun. Chez Popper, comme chez Girard, la connaissance évolue. C'est-à-dire qu'en fait, les différents types de connaissances évoluent. Et l'un des enjeux ici est de montrer en quoi cette évolution des différents types de connaissances est possible et réelle, malgré leur caractère apparemment opposé et incompatible. Parce qu'en fait, l'épistémologie de Popper, l'épistémologie évolutionniste de Popper, repose sur un type d'expérience négatif dans la mesure où c'est l'insatisfaction produite par l'inadéquation d'une théorie à la réalité qui justifie ce que Popper appelle la méthode d'élimination de l'erreur et qui, par là, permet à la connaissance d'évoluer. Popper énonce le théorème selon lequel toute connaissance acquise, tout apprentissage consiste déjà dans la modification, et il dit, entre parenthèses, éventuellement le rejet d'une certaine forme de connaissance qui était déjà là au préalable, dans son livre « La connaissance objective ». Autrement dit, toute acquisition de connaissance implique nécessairement la mutation ou l'élimination d'une forme antérieure de connaissance. En somme, plus la connaissance évolue, plus la connaissance fausse diminue, et plus la connaissance vraie augmente. Et c'est en ça que consiste le méliorisme de Popper. Par un mécanisme de rétroaction qui élimine les erreurs et les préjugés, la connaissance s'améliore en évoluant. C'est ce que dit le second théorème de Popper. Je cite, « Tout développement de la connaissance consiste dans l'amélioration d'une connaissance existante que l'on change dans l'espoir de se rapprocher davantage de la vérité. » Autrement dit, la part négative du fond de connaissance, nos erreurs, nos préjugés, nos rêves, etc., ce dont je parlais au début, n'augmente pas avec l'évolution de la connaissance, mais au contraire, elle diminue constamment. Chez Popper, la connaissance évolue par un accroissement des contenus de vérité, mais cet accroissement n'entraîne pas lui-même une augmentation des contenus de fausseté. Et c'est là que ça marche plus avec Girard, parce que pour Girard, la connaissance évolue par un accroissement de la connaissance et par une augmentation de la méconnaissance, puisque la méconnaissance est antérieure chronologiquement à la connaissance, et que la connaissance rationnelle se développe au sein
de la connaissance mythique, et s'en dissocie jamais. Ce qui veut aussi dire que pour Girard, plus il y a de méconnaissance, plus il y a de connaissances pertinentes, capables de construire des thérapeutiques contre la méconnaissance. Donc voilà. En fait, cette indissociabilité permet de comprendre que l'épistémologie girardienne n'est pas, contrairement à l'épistémologie popperienne, une épistémologie mélioriste. Girard n'est pas mélioriste, mais catastrophiste, puisqu'il pense que seule une conversion, c'est-à-dire un changement de regard, pourrait nous éviter la catastrophe. Girard ne présente pas de progrès humain vers la vérité, au sens popperien d'une approximation vers des hypothèses qui s'approchent toujours plus près de la vérité, plutôt qu'un progrès des hommes vers la vérité, tel que Popper le présente. Il faudrait évoquer, plutôt avec Girard, un progrès de la vérité vers les hommes, une différence qui renvoie au rôle non conscient des agents dans l'évolution de la connaissance mythique vers la connaissance rationnelle. Au contraire de Girard, Popper insiste sur l'activité critique des agents, une activité qui ne peut rétroagir sur le sujet en améliorant sa connaissance que si elle est pleinement consciente et réfléchie. Donc, afin d'améliorer une théorie par la critique imaginative et par l'argumentation, selon Popper, je me dois de mobiliser toutes mes ressources conscientes, vigilance critique, attention soutenue, etc. Et je me dois de minimiser les actes qui, par leur manque de conscience, risquent d'entraver le processus de rétroaction. Et parmi ces actes, l'attention flottante, les idées préconçues et non remises en cause sur la théorie ou l'hypothèse dont on s'occupe, par exemple. Voilà, maintenant je vais essayer de mettre tout ça en lien rapidement avec donc ce dont je vais vous parler dans la deuxième partie, c'est-à-dire voilà, la conception donc, traditionnelle du savoir et les pratiques de la méconnaissance. Je vais essayer là, j'ai parlé de choses qui... je vais évoquer plus spécifiquement la portée théorique, en gros, de la notion de méconnaissance, c'est-à-dire d'essayer de voir si, en approfondissant cette idée de méconnaissance, on peut la confronter à des modèles épistémologiques existants et dominants, et voir de quelle manière ça peut remettre en cause ces modèles. Et donc je vais le faire à partir du Théétète de Platon. Voilà. Donc confronter la méconnaissance à la conception, ce que Popper d'ailleurs appelle la conception traditionnelle du savoir. Voilà. Je disais dans l'introduction que la méconnaissance était un non-savoir vital. On peut approfondir cette définition et dire que la méconnaissance est la disposition par laquelle une personne n'agit pas conformément à ses connaissances parce qu'elle ne croit pas en ce qu'elle connaît. La méconnaissance serait ainsi une connaissance sans croyance. Donc on part de la définition de la méconnaissance comme connaissance sans croyance pour analyser son impact sur la définition de la connaissance comme croyance vraie et justifiée. Parce que ça, c'est la définition traditionnelle de la connaissance, qui part de Platon et en gros qui traverse toute l'histoire de la philosophie, c'est de définir la connaissance comme croyance vraie et justifiée. Je connais une chose quand j'ai une croyance à propos de cette chose, que cette croyance est vraie et justifiée. Ce que les Anglais appellent « true justified belief ». Voilà, donc cette définition de la méconnaissance semble pouvoir remettre en question la nécessité d'une croyance indissociable de la connaissance et antérieure à la connaissance. Et par là, ça semble pouvoir remettre en question la définition de la connaissance donc comme croyance vraie et justifiée, voilà, que de nombreux philosophes font remonter à Platon. Donc chez Platon, et dans le Théétète en particulier, il n'y a pas de connaissance sans croyance, puisqu'une connaissance n'est rien d'autre qu'une croyance ayant accédé au statut plus fiable de connaissance. En s'interrogeant sur les types de rapports qui unissent une connaissance à une croyance, Socrate demande à Théétète « Mais ce qu'on sait, on ne croit certainement pas que c'est ce qu'on ne sait pas, ni inversement ce qu'on ne sait pas, ce qu'on sait ?» Une question à laquelle Théétète répond « En effet, ce serait monstrueux. » Socrate, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il prétend qu'un sujet qui connaît une chose, disons une chose A, ne peut pas à la fois connaître A et croire qu'il ne connaît pas A. Tout simplement. Parce que ça n'apparaît pas dans la citation, parce que le mot croyance n'apparaît pas, mais j'ai dû tronquer la citation qui était longue. C'est-à-dire qu'il est impossible pour le sujet dont il se trouve qu'il connaît une chose, de croire justement qu'il ne connaît pas cette chose, et que cette chose n'est pas, ou n'existe pas.
Ça, c'est ce que dit Socrate. C'est ce que dit Socrate dans le texte. Je ne sais pas si c'est ce que dit Platon, je vais faire attention du coup. Mais c'est en tout cas ce que dit Socrate ici. Ouais. On peut essayer d'expliciter cet exemple. Si on dit que A, donc la chose connue, c'est par exemple la possibilité d'autodestruction absolue de la société à laquelle j'appartiens. Socrate affirme donc, apparemment, que si je connais la possibilité d'autodestruction de ma propre société, et si je sais que cette possibilité existe, je ne peux pas croire que je ne connais pas cette possibilité, ni croire que cette possibilité n'existe pas. On voit bien là donc, qu'il s'agit du rapport entre la connaissance d'une chose et la croyance en cette même chose. Ça, c'est ce qui semble ressortir du tête-tête, en fait. Hein. Si je remplace si je mets à la place de cette chose connue la croyance, la connaissance précise dans le fait que je connais la possibilité d'autodestruction de ma société, c'est ce que j'essaye de faire, d'essayer de voir quelle en est la conséquence. Donc en gros, l'épistémologie du tête-tête semble donc refuser la possibilité de la méconnaissance en refusant celle de connaissance sans croyance, tout simplement, puisque la connaissance sans croyance, c'est une des définitions de la méconnaissance, chez Girard en tout cas. Parce que pour Girard, au contraire de Platon, une connaissance peut ne pas s'accompagner d'une croyance, et le sujet peut donc ne pas croire en ce qu'il connaît. Girard dit d'ailleurs, c'était dans H.V. Clausewitz en 2007, son dernier grand livre qui traite de la guerre, du conflit et de ce qu'il appelle la montée aux extrêmes. C'est une relecture de Clausewitz. Girard dit que nous sommes la première société qui sache qu'elle peut se détruire de façon absolue. Il nous manque néanmoins la croyance qui pourrait étayer ce savoir. On voit ici que le défaut de croyance dont il est question semble constituer un obstacle à l'action. Pour faire face à cette possibilité d'autodestruction de la société, c'est-à-dire pour espérer renverser son caractère inéluctable par des actions réfléchies et concrètes, la connaissance de cette possibilité ne suffit pas si elle ne s'accompagne pas d'une croyance en cette même possibilité d'autodestruction. Donc de ce point de vue, ne pas croire à ce que l'on connaît, Bernard Stiegler dirait peut-être ne pas joindre la raison à l'entendement, c'est ne pas se donner les moyens d'agir conformément à notre connaissance. Voilà, bon, il faut, et brièvement, j'essaie de montrer qu'il nous faut essayer de poser les bases théoriques d'une nouvelle conception du savoir, qui intègre la méconnaissance en son sein, plutôt qu'elle ne la rejette en l'identifiant à l'ignorance. Parce qu'en fait, c'est ça le problème de fond, c'est que on ouvre un dictionnaire pour savoir ce que signifie la méconnaissance, elle est définie comme de l'ignorance. Donc le problème est là, la méconnaissance, ce n'est pas de l'ignorance, la méconnaissance est beaucoup plus proche de la connaissance que de l'ignorance en réalité. Donc ce qu'il faudra faire, c'est prendre acte de ça et essayer d'en pousser les conséquences et de voir s'il y a un modèle philosophique consistant, significatif, qui peut émerger de cela. Ce qui permettrait une remise en cause assez importante, à mon avis, de ce qu'a fait Platon dans le tête-tête et de ce qu'ont fait donc beaucoup de gens après qui ont suivi ce chemin. Une des personnes qui a remis en question cette définition de la connaissance comme croyance vraie et justifiée, c'est Gettier, Edmund Gettier, dans les années 60, qui a écrit un article qui s'appelait Is Knowledge Justified True Belief, je crois, et qui disait que justement, voilà, en 1960, presque 2000 ans, enfin plus de 2000 ans après la définition platonicienne, il semble possible de pouvoir remettre en cause cette définition de la connaissance comme croyance vraie et justifiée. Sauf que lui, il le faisait en remettant en question la notion de justification et pas la notion de croyance. Alors que ce que fait Girard, ce que j'essaie de montrer là, c'est qu'on peut remettre aussi en cause la définition platonicienne de la connaissance en travaillant sur cette notion de croyance. Voilà. Bon, je vais essayer de vous montrer les schémas et terminer là-dessus. Voilà, ça c'est le schéma de la conception traditionnelle, donc platonicienne du savoir, définissant la connaissance comme une croyance vraie et justifiée. C'est-à-dire que pour avoir une connaissance pour avoir connaissance d'une chose, il faut avoir la croyance en cette chose, il faut l'adéquation de cette chose à la vérité, il faut que cette chose soit vraie, et il faut la justification de cette chose.
je disais que voilà, certaines personnes ont travaillé sur le fait que la justification de la chose en question n'est pas... que ce qui pose problème, c'est la justification, c'est ce qu'a fait Guettier. Moi, j'essaie de montrer qu'on peut, y compris, voilà, critiquer ce modèle en disant qu'il y a des connaissances sans croyance, et que s'il n'y en avait pas, on aurait beaucoup de mal à expliquer la situation dans laquelle nous sommes, je pense. Voilà, et le schéma qui remet ça en question, c'est un schéma très simple, hein, j'ai voulu simplifier au maximum, mais c'est donc, voilà, comment la méconnaissance est-elle produite? La méconnaissance de X, c'est la connaissance de X, couplée à l'absence de croyance en X, tout simplement. Donc voilà, c'est juste pour montrer la manière dont ça se confronte directement à l'épistémologie de Platon, en tout cas dans le Théétète. Voilà, pour finir, je dirais que en quoi est-ce que ça peut nous être utile de réfléchir sur cette question de méconnaissance? Je pense qu'il faut bien comprendre ce qu'est la méconnaissance et ce qu'elle n'est pas. La méconnaissance, à mon avis, ce qu'on peut en comprendre, c'est que c'est un seul et même acte et pas deux actes séparés. C'est-à-dire que quand je méconnais, je connais bien et je connais mal à la fois, en même temps, simultanément. Je crois que c'est comme ça, et c'est en disant que ça, c'est possible, qu'on peut, à mon avis, comprendre cette habitude au renoncement, cette normalisation de l'insoutenable et de l'insupportable dont parlent Bonneuil et Fressoz dans leurs livres, une habitude qui est la nôtre depuis les débuts de l'Anthropocène, qui n'est pas intermittente comme la pensée humaine, mais qui semble au contraire permanente, ce qui rend la chose plus difficile. Et c'est en comprenant la méconnaissance comme ça, à mon avis, qu'on peut espérer la renverser. Voilà, merci de votre attention.